Véronique, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, il y a une idée très répandue aujourd'hui, c'est celle selon laquelle les banques centrales ne seraient pas responsables des taux d'intérêt très bas, mais que l'explication serait plutôt à rechercher du côté de la tendance naturelle au vieillissement de la population mondiale. Et vous vous inscrivez complètement en faux contre cette assertion. Vous dites au contraire, le vieillissement de la population favoriserait l'explosion des taux d'intérêt. Alors, qu'est-ce qui vous incite à dire ça ? Alors d'abord, je suis prudente parce que je suggère effectivement que la conclusion ne soit pas aussi claire et que le vieillissement ne soit pas de facto une garantie de taux durablement faible. Alors pourquoi est-ce que d'abord on pense vieillissement égale taux d'intérêt faible ? Parce que dans le processus de vieillissement d'une population, vous avez traditionnellement une baisse du niveau moyen de revenus par habitant qui est liée au fait que les retraites, les revenus post-vie active sont inférieurs, que cette baisse des revenus implique une baisse de la demande, une moindre consommation de biens en particulier, que par ailleurs on est moins d'actifs, de population en âge de travailler et travaillant effectivement, par rapport à la quantité au stock de capital accumulé par le passé. Donc, puisqu'on a moins d'actifs pour autant de stocks, parce que le stock de capital, lui, il n'y a pas de raison de varier beaucoup avec le Alors, on vieillissement. parle de stock de capital productif. Productif, oui. Donc, c'est l'appareil productif. En gros, c'est les machines-outils. Il y a moins de machines, il y a plus de machines-outils par tête d'actif. Tête d'actif, voilà. Donc, moins de besoin d'investissement. Qui dit besoin d'investir, dit besoin de financement. Si vous avez plus de capital par tête, vous avez moins de besoin de financer du nouveau capital. Et donc vous avez deux freins ou deux facteurs de baisse du niveau des taux d'intérêt. La baisse de la demande, qui veut dire une moindre activité, y compris moins d'inflation, et la baisse du besoin de financement, du capital productif, puisqu'il y aura moins de besoins, puisqu'on a un ratio qui augmente. Et donc, traditionnellement, effectivement, on a tous appris, d'ailleurs, et je dirais que spontanément, on arrive effectivement à la suggestion que le vieillissement démographique ferait baisser le niveau d'équilibre des taux d'intérêt. Alors ça, c'est un lieu commun contre lequel vous vous inscrivez, donc. Alors, c'est un lieu commun, c'est quelque chose qu'on a pu peut-être constater au Japon ou dans les pays il n'y en a pas beaucoup, qui ont un peu d'avance sur le processus de vieillissement. C'est un élément qui aujourd'hui est largement suggéré par l'abaissement du niveau des taux d'intérêt. Je dis attention, cet abaissement du niveau des taux d'intérêt que l'on constate aujourd'hui, est-on sûr qu'il serait aussi clair sans l'intervention des banques centrales, qui ont quand même sauvé de nombreux États d'une situation de faillite ou cette faillite latente, et qu'en l'occurrence, il se pose une question face au vieillissement qui est celle de la capacité de nos populations, actuelles et futures, à financer nos besoins. Et que si on aborde la question des taux d'intérêt par le biais de l'équilibre futur entre capacité nette de financement et besoin de financer nos systèmes de retraite, et le niveau de vie de nos États, notre sécurité sociale, etc., alors peut-être qu'on n'a pas la même conclusion. Et c'est le travail, effectivement, que j'ai livré à partir des données démographiques qui me suggèrent qu'effectivement, le risque de remontée des taux d'intérêt existe bel et bien. Alors, quand on parle de capacité nette de financement, on parle d'épargne, en fait. On parle d'épargne, effectivement, parce que ce qui est peut-être l'une des caractéristiques la plus forte, en fait, quand on observe les comportements au fil de l'âge des populations, il s'agit effectivement du changement de comportement d'épargne au fil de la vie. C'est pas moi qui l'invente. On a un grand économiste, donc Modigliani, qui avait mis en lumière cette relation, qui est aujourd'hui, de mon point de vue, l'une des théories qu'on vérifie le mieux en réalité en économie et à travers le temps. Alors justement, on a une illustration de ce cycle de vie par Modigliani. Oui. Et j'aimerais que vous nous le commentiez. Vous nous commentiez plutôt ce graphique. Parce qu'en effet, c'est un peu la clé de votre raisonnement. Exactement, et effectivement, c'est ce qui influence beaucoup mes conclusions. Alors, Modigliani nous dit le comportement d'épargne au fil de la vie
adulte bien évidemment, change. Et il n'est pas du tout équivalent quand on est plus jeune, quand on est plus vieux ou quand on a un âge mature, adulte, déjà formé, déjà dans la vie active. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous arrivez dans la vie active, d'abord vous avez des besoins. Des besoins, normalement, qui sont très importants. C'est moins le cas des populations actuelles qui restent plus longtemps chez leurs parents. Mais on peut dire qu'effectivement, traditionnellement, vous rentrez dans la vie active, vous quittez le cocon familial, vous devez vous équiper, vous avez éventuellement fondé une famille, il vous faut vous équiper de tout ceci avec des niveaux de revenus qui ne sont pas au top de votre carrière. Donc, en général, cette première période de la vie active, elle s'accompagne d'un phénomène de désépargne et d'endettement. Passent les années, normalement vous avez votre carrière qui vos revenus qui s'améliorent. Vous faites partie de cette catégorie de population, effectivement, qui va sans doute être la population qui concentre les niveaux moyens de revenus les plus élevés. Et là, vous commencez à épargner. Et vous commencez à épargner. Vous commencez à épargner, d'abord parce que ça peut être une source, d'abord vous avez les moyens d'épargner. Vous allez peut-être être attiré par le rendement de cette épargne et chercher à gagner un petit peu plus de revenus via cette épargne. Bon, très loin, il y a la perspective des retraites, mais à ce niveau-là, elle est très loin, cette perspective. Donc ça ne va pas être forcément la motivation première, mais du coup, votre contribution à la société, si on peut dire, en tant qu'individu homo economicus, ça va être cette constitution d'épargne. Et progressivement, plus vous allez avancer dans l'âge, plus d'abord vous aurez moins de charges, en général familiales, et puis vos revenus augmentent, et puis vous commencez à vous rapprocher de la période de fin de vie active, où là vous aurez sans doute, vous envisagez que vous pourriez avoir besoin de cette épargne cumulée. Donc, parce que vos revenus vont baisser. Parce que vos revenus vont baisser, une fois que vous aurez plus vos revenus d'actifs précisément. Donc tout ceci nous fait finalement ce graphique on voit bien le cycle d'épargne qui se termine, on ne sait pas trop comment. Parce qu'on n'a pas d'expérience de vieillissement, à part celle du Japon, de vieillissement important de groupes de population. Mais normalement, par un mouvement de désépargne, c'est-à-dire que ce qui a été accumulé au fil de la vie active sert précisément à lisser les revenus post-vie active, et donc on désépargne. Alors, ça c'est intéressant pour chaque individu, au niveau individuel, et pour mieux comprendre effectivement les changements de comportement. Mais c'est également très intéressant quand on essaye d'appliquer cette théorie à une population tout entière, d'un pays, voire population mondiale, ce que je me suis amusée à faire. Parce qu'effectivement, en réalité, on a souvent en tête un cycle démographique des économies européennes ou occidentales, disons, baby boom, donc qui ont été cette cohorte de population née après la Seconde Guerre mondiale, qui a d'abord alimenté une cohorte de jeunes actifs, enfin d'abord 20 ans après, une cohorte de jeunes actifs, force de travail, main-d'œuvre abondante. Qui ont soutenu la demande et l'inflation. Qui ont soutenu la demande et l'inflation, parce qu'effectivement, on comprend bien quand on reprend Modigliani, c'est une population qui a des besoins, qui n'est pas forcément celle qui va financer ou offrir la capacité de financer l'investissement pour répondre à ses besoins. Donc on comprend mieux aussi les épisodes d'inflation des années 70-80 qui correspondent effectivement à peu près à l'arrivée dans l'âge adulte de cette cohorte des baby boomers, un peu plus qu'adultes, mais enfin que jeunes adultes. Cette cohorte, eh bien finalement, elle nous suit. Et quand on travaille sur l'économie et sur la démographie, mondiale, plus qu'européenne. Le phénomène a été mondial en réalité parce qu'il a été relayé par un parcours démographique de la Chine, par exemple, très semblable à celui de l'Europe. Et donc on a eu le même phénomène en Chine. Et puis 20 ans après, vous avez cette même population qui, au lieu de constituer une unique ressource en travail, en main-d'œuvre, vient, elle, constituer une ressource d'épargne, de constitution d'épargne. Ça, et à ce moment-là, on est début des années 90. Quand vous regardez un taux d'épargne mondial, puisqu'on dispose au moins d'approximations qui sont faites par le FMI, etc., qui sont des chiffres assez fiables, en tout cas très cohérents avec l'arrière-plan démographique, vous constatez effectivement une explosion de l'épargne mondiale. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une concentration de population à fort
comportement traditionnellement d'épargne. Cette population entre 45 et 60, 45, 65 ans à peu près, c'est la deuxième moitié de la vie active. Et qui va épargner, qui va avoir un appétit pour investir, parce qu'effectivement, investir dans des actifs immobiliers, notamment, mais pas que, financiers également, oui. Et parce que le développement de cette épargne va lui aussi approfondir les marchés financiers, notamment dans les pays émergents, mais pas que, et développer la sphère financière. Donc toute la phase de financiarisation qu'on a connue ces dernières décennies procède de cette tendance démographique, avec une montée en puissance des baby-boomers au statut d'épargnants majeurs de l'économie mondiale. Et donc là, on a besoin d'allouer à cette épargne un emploi. Et donc, il faut trouver des vecteurs où diffuser cette épargne finalement. Et c'est l'explosion de la bourse et c'est l'explosion de l'immobilier. Exactement, vous avez tout compris. Et voilà. Et ça résume effectivement de manière assez sidérante, parce que quand on fait le lien, quand on a cette trame et ces changements de comportement en tête, et qu'on regarde les variables démographiques, alors moi je ne vous parle pas de population totale, je vous parle de changement de structure démographique, où on regarde l'évolution des différentes classes d'âge, ces classes d'âge qui sont normalement qui ont un comportement très singulier, qui peuvent influencer effectivement l'accumulation d'épargne dans un sens comme dans un autre, et voilà, ça c'est la suite de l'histoire, ou ceux de consommation et d'investissement, de fait. Vous voyez que vous êtes au cœur là de quelque chose qui finalement joue en trame de fond de l'économie et mondiale, ou a joué en trame de fond comme un vecteur absolument déterminant. Donc je pense que finalement, si on résume cette histoire, et les démographes parlent d'ailleurs de premier dividende démographique et de second dividende démographique, donc distingue bien l'influence de ces différentes tranches d'âge de la population sur l'économie. Et vous avez un graphique où on voit, alors les premiers dividendes démographiques, c'est quoi? C'est quand on a une population jeune, adulte, jeune, qui arrive sur le marché de l'emploi. C'est l'Afrique depuis le milieu des années 90, où tout d'un coup, effectivement, l'Afrique, par exemple, le continent africain, se caractérisait jusqu'au milieu des années 90 par à peu près 9 enfants pour 10 adultes. Donc, les chances de décollage économique étaient réduites à très peu de choses, parce qu'effectivement, quand vous avez de tels déséquilibres de population, il n'y a pas d'incitation à investir. À partir du moment où la proportion d'adultes dans la population totale monte en puissance, alors vous avez de la main-d'œuvre, vous avez la future demande de cette main-d'œuvre qui va gagner sa vie, qui va constituer une classe moyenne plus ou moins rapidement, mais voilà. Et vous avez tout un processus d'investissement vertueux de développement économique qui se met en place. Vous voyez ces premiers dividendes, les premiers dividendes, là, ça concerne les baby-boomers. Là, on n'est pas sur le cas africain, on est sur le cas mondial. On est sur le cas mondial, néanmoins. Donc, ça a été très fort, parce que derrière, il y a tous les pays occidentaux, effectivement, et développés, plus la Chine, en fait. Donc, ça a été absolument phénoménal. Et vous voyez, c'est la population des 15-39 ans, la première moitié de la vie active, qui monte en puissance. Donc, beaucoup d'investissements, de la main-d'œuvre, etc. Ça, c'est un gros soutien au développement économique. Deuxième étape, dividende numéro 2, les seconds dividendes, ceux de la constitution de l'épargne, qui apportent autre chose au développement économique. On parle beaucoup d'approfondissement des marchés financiers, d'abord de leur développement, on pourrait dire, de leur approfondissement, et puis finalement de meilleures conditions de financement de l'investissement productif, parce que finalement, normalement, les marchés de capitaux ont aussi cet objectif ou cette mission de mieux financer les besoins de l'économie réelle. Alors je raccroche ça à notre ami Modigliani. Donc la première courbe, celle des premiers dividendes, c'est celle de ces générations qui ont entre 15 et 39 ans à l'époque, et donc qui sont en train de constituer petit à petit leur épargne, mais qui ne sont pas au pinacle de l'épargne finalement, et qui soutiennent la demande. Et les seconds dividendes, ce sont ces mêmes générations, entre 40 et 65 ans,
qui là sont au summum de leur capacité d'épargne. Exactement, qui arrive donc 20 ans après, hein, à un moment donné où les bénéfices des premiers dividendes démographiques ne sont pas complètement éteints, d'abord parce qu'il y a un peu de décalage entre les pays, et puis parce qu'il y a une espèce de dynamique qui s'est mise en place très rapidement, et qui a été également, qui a conduit à l'ouverture des frontières. Tout ceci est probablement très lié. Et vous avez donc un deuxième ressort financier qui vient consolider l'ensemble. Là où les choses se gâtent, bien évidemment, c'est quand cette même cohorte qui a été vraiment phénoménale, hein, qui s'est vraiment créé quand on parle du baby boom, c'est un raccourci pour envisager un phénomène bien plus global. Ça a été absolument phénoménal. On parle de saving glut, c'est-à-dire d'excès d'épargne à l'échelle mondiale, qui a été notamment créé par l'explosion d'épargne des Chinois. Non pas, enfin si en partie, parce que leur niveau de vie augmentait, mais surtout parce qu'ils étaient concentrés et se sont concentrés de plus en plus sur cette tranche d'âge où on épargne beaucoup et où on va acheter des actifs et préparer la période post-active. Et la période post-active, on commence à y arriver. C'est la problématique du vieillissement actuel. Et dans ce cas-là, effectivement, vous voyez que l'un des enseignements de Modigliani, c'est vieillissement égale baisse de l'accumulation d'épargne, baisse de l'épargne, baisse du taux d'épargne, qu'on observe d'ailleurs. C'est intéressant parce qu'aux États-Unis, on a des données assez détaillées et des enquêtes sur les comportements des agents. On voit que pour la première fois en 2017, les plus de 65 ans ont désépargné. Et ce qui n'est pas véritablement surprenant en réalité, parce qu'effectivement, ils sont de plus en plus nombreux, le niveau de vie moyen de ces retraités baisse, et ces retraités ont besoin de ponctionner leur épargne. Mais à partir de là, on comprend qu'effectivement, alors toute l'histoire du passé devient totalement différente. Elle se retourne, notamment par la disparition de cette ressource d'épargne, qui, à terme, pose question sur les marchés financiers, bien évidemment, mais pour l'instant, on est sur la lancée, donc ça ne fait pas trop de dommages, c'est plutôt le contraire, on voit bien qu'on a encore beaucoup d'épargne. En revanche, quand on travaille à partir des données démographiques, ce qu'on constate effectivement, c'est que la population à fort potentiel d'épargne va se réduire, et qu'à l'inverse, celle qui traditionnellement désépargne, la plus de 65 ans, va augmenter. Quand vous rapprochez ces deux courbes, la conclusion, c'est que la formation nette d'épargne de cette même génération des baby-boomers va s'inverser et qu'on va avoir peu à peu de moins en moins de constitution d'épargne. Donc moins de capital disponible. Moins de capital disponible, effectivement. Donc la raréfaction du capital et donc normalement une remontée des taux d'intérêt. Exactement. Et d'autant plus clair si vous rapprochez cette première approche, les estimations à partir des masses démographiques, de la population, enfin de l'épargne nette, de nos besoins de financement qu'on peut approcher par exemple avec des taux de dépendance. On regarde des taux de dépendance des seniors aux actifs. Et là, on voit quand ça se déforme trop qu'il va y avoir des besoins de financement. En fait. Donc c'est le nombre des seniors sur le nombre d'actifs. Exactement, qui va littéralement exploser dans les prochaines années. Rapproché de capacités de financement qui, elles, sont amenées à se réduire. Vous avez, quand vous mettez ça dans un petit modèle économique, simplissime, à vrai dire, de régression avec les taux d'intérêt américains, vous expliquez finalement 80% de l'évolution des taux à long terme américains depuis le début des années 50. Alors bien évidemment, on peut dire, bon, ça c'est la tambouille d'économistes, mais je trouve que là, on a du sens. C'est le graphique qu'on voit apparaître, donc on voit la corrélation, et on voit qu'à la fin de la courbe, ça diverge. Et voilà, quand on prolonge cette corrélation, enfin cette régression, les résultats de cette régression aux données démographiques, qui sont disponibles, qui sont celles de l'ONU, qui à horizon 2030 ont peu de risques en fait d'être significativement modifiés. Eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, la conclusion, c'est que les taux d'intérêt risquent plutôt de s'envoler et que manifestement, si on n'avait pas eu les politiques de quantitative easing, c'est-à-dire des banques centrales qui veillent à la survie financière des États en finançant, en rachetant des obligations, eh bien probablement que le niveau des taux d'intérêt ne serait pas du tout où il est. Et d'ailleurs, je ne sais pas où serait un certain nombre d'États en termes de risque de faillite, qu'il s'agisse également de la France, de l'Italie, de la Grèce, etc. Alors il faut qu'on traduise ça tout de même en termes d'investissement, Véronique, parce que si finalement, sans l'action des banques centrales, on a une explosion des taux d'intérêt, avec les niveaux de dette qui sont ceux des États actuellement, en plus des perspectives de croissance, parce que ça, c'est tout de même implicite,
qui sont considérablement réduites du fait du vieillissement de la population, puisque la demande est moindre. Et d'ailleurs, quand on passe le cap des 65 ans, on consomme beaucoup moins. Vous avez des chiffres aux États-Unis, d'ailleurs, dans l'étude que vous avez publiée à ce sujet, qui sont particulièrement éloquents. On consomme 25% de moins par rapport à la cohorte qui consomme le plus. Tout à fait. Et on a 40% de revenus en moins. En fait, ce n'est pas juste parce qu'on vieillit et qu'on a moins le goût des choses. Non, c'est tout simplement qu'on a beaucoup moins de revenus. Donc, est-ce que, du coup, les banques centrales ne sont pas condamnées à maintenir des quantitative easing, j'allais dire ad vitam, voire ad nauseam? Oui, alors c'est ad nauseam davantage, mais c'est vrai que moi j'avais titré il y a quelque temps QE Eternity, hein, avec l'idée qu'effectivement nous dépendons, l'équilibre du système va dépendre éminemment de la capacité des banques centrales à protéger les États de ces faillites, parce qu'effectivement, et à subvenir donc aux besoins de financement qui par ailleurs ne seront pas délivrés ou de moins en moins par les mouvements naturels de la population et d'épargne. Donc ça, alors il y a plusieurs enseignements, on n'est pas certain des enseignements ou des recommandations auxquelles nous conduisent ces raisonnements. Mais je dirais, première chose, ne négligeons pas le rôle des banquiers centraux et des banques centrales dans la préservation du bas niveau des taux d'intérêt. Si on n'avait pas eu les banques centrales ces dernières années, je ne sais pas où serait le niveau des taux d'intérêt ni les États. Donc ça, c'est la première chose. Ça veut dire qu'également, il va falloir les bichonner, ces banques centrales, parce qu'à force, effectivement, de mener des politiques qui sont complètement, pour le moins, originales et hors champ, hein, on voit bien qu'on les fragilise et que si elles ne parviennent pas au succès, parce qu'on oublie qu'en fait elles ont sauvé le système, et on va les montrer du doigt pour le bas niveau des taux d'intérêt, voire les taux d'intérêt négatifs qui sanctionnent les épargnants en oubliant ce qu'elles ont permis d'éviter. Donc il faut je pense, le rappeler, hein, et peut-être surtout penser à rééquilibrer notre policy mix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis la crise de 2008, les gouvernements se sont déresponsabilisés en fait de cette crise. Hein, c'est terrible, mais l'indépendance des banques centrales a fait que les gouvernements ne se sont plus du tout occupés ni d'inflation ni de déflation. Alors, ce que vous préconisez, c'est de la relance budgétaire finalement ? Oui, probablement. Hein. C'est un besoin, effectivement, de prendre conscience à quel point le vieillissement démographique fragilise nos structures économiques, réduit notre potentiel de croissance, parce que tout ceci pèse sur l'investissement, et fragilise aussi nos banques centrales, parce que ça les pousse dans des retranchements voilà, qui vont devenir des impasses sous peu. On voit bien que la BCE est déjà très inconfortable. Hein. Donc il faut un relais. Et ce relais, il est d'autant plus légitime qu'on a effectivement des populations qui, parce qu'elles vieillissent, n'arriveront plus à stimuler une dynamique économique comme celle des 30 ou 40 dernières années, qui était favorisée par ce socle démographique. Donc il faut ce relais, et notamment un relais très politique, avec des guidance très clairs, hein, pour drainer l'investissement, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de capital qui est surtout oisif, qui crée des bulles, hein, et l'idéal effectivement ce serait d'arriver à réorienter ce capital vers la sphère productive, et là je pense qu'effectivement il nous faut une vision politique et idéalement européenne très forte pour parvenir à ce point. Alors, avant qu'on y arrive, il peut s'écouler beaucoup de temps. Pour l'investisseur, tout de même, le fait de savoir que les banques centrales n'ont pas le choix et qu'elles doivent impérativement maintenir les taux d'intérêt bas, est-ce que ce n'est pas, d'une certaine façon, la garantie de bénéficier d'un coussin de sécurité ? Et oui, et je pense que que finalement le comportement des investisseurs qui n'ont quand même pas lésiné à aller acheter des obligations, y compris des obligations souveraines de pays dont on connaît la fragilité, finalement révèle bien cette confiance ou cette prise de conscience qu'en réalité le système ne tient que grâce aux banquiers centraux, et
que pour l'instant, ces banques centrales ne sont pas fragilisées. On voit bien que le politique rôde un petit peu trop près, notamment aux États-Unis, mais on a encore confiance en l'institution. Et à partir de là, on prend le risque. Et comme on est vieillissant, et qu'on va privilégier notre patrimoine, la valeur de notre patrimoine à son rendement, on accepte même des taux négatifs parce qu'ils sont la garantie de la sécurité. En tout cas, ils sont encore la garantie de la sécurité. On ne sait pas si ça durera trop longtemps, mais c'est encore le cas. Et effectivement, ça permet de mieux comprendre pourquoi, malgré des conditions de rendement qui sont absolument abominables et certainement pas attirantes en tant que telles, on a quand même des flux d'investissement qui restent très massifs sur des supports, des obligations souveraines en l'occurrence. Donc ça pour vous, ça va durer? Et je pense que ça va durer effectivement, et que par exemple dans le cas européen, on voit bien que la prochaine équipe, et en particulier le rôle de Madame Lagarde, ça va être de nous préserver de tout risque de crise souveraine, italienne ou autre. Et donc quelque part, oui, pourquoi pas acheter de l'Italie? À vrai dire, ça peut paraître provocateur, mais en réalité, je pense que ça a du sens par rapport à l'enjeu politique et à cette responsabilité extrême de la Banque centrale. Alors le jour où il y a une crise à la BCE parce que les Allemands claquent la porte en disant on ne veut plus de cette politique-là, là ça devient plus inquiétant. Bon, en tout cas, on a compris l'idée, on est face à des déséquilibres majeurs qu'il faut prendre en compte et ça va structurer les perspectives d'investissement pendant très très longtemps. Vraisemblablement. Véronique, merci. Merci beaucoup.